vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Sabine Piau-Prud'homme, DRH de Bonduelle Fresh Europe. Donc, bonjour Sabine, ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Chloé, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Bon, je sais qu'on a une conversation passionnante qui nous attend sur un thème qu'on développe pas si souvent que ça, donc j'ai vraiment hâte qu'on puisse en parler. Avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes de notre audience qui ne te connaîtraient pas ? Ok. Alors Sabine Piau-Prud'homme, je suis DRH lyonnaise avec une expérience d'un peu plus de 20 ans dans les fonctions RH, avec une grande partie également sur une dimension RSE. La responsabilité sociétale de l'entreprise me passionne et du coup je pense qu'on va en parler un petit peu ce matin au-delà du sujet RH. Également passionnée par les questions éducatives. Le faire grandir, comment est-ce que les personnes peuvent devenir de plus en plus qui elles sont elles-mêmes tout au long de leur vie, tout au cours de leur parcours professionnel, mais tout au long de leur vie en général. Voilà, rapidement qui je suis. Merci pour cette présentation. Et effectivement, on va revenir pas mal sur ce sujet, à la fois à la croisée de l'éducatif, de la RSE, etc. Tu as un parcours qui est assez riche, même si effectivement tu démarres en te présentant comme DRH lyonnaise, donc un parcours qui est aussi très lié à ce territoire-là. Quelles sont les structures peut-être dans lesquelles tu es passée pour aider notre audience aussi un petit peu mieux comprendre ce parcours ? Ok, alors écoute, rapidement, j'ai passé 7 ans dans le monde du jardin au départ chez Villemorin, donc qui est rattaché au groupe Limagrin, une expérience passionnante sur plein d'aspects et plein d'aspects humains en particulier et de liens à la nature. Une expérience ensuite d'un peu plus de 7 ans dans le monde éducatif justement, sur des fonctions un peu plus larges que simplement RH et donc je l'ai vraiment vécu de l'intérieur avec en parallèle énormément d'interventions dans des écoles, dans des grandes écoles, des plus petites écoles. Également du coaching, de l'accompagnement de chefs d'établissement, donc un monde que je connais plutôt bien. Ensuite, j'ai travaillé chez Adev Materials, une TI lyonnaise super passionnante qui se développait à l'international avec beaucoup de croissance externe. Passionnant sur cet aspect-là, DRH et directrice RSE, on a monté une politique RSE from scratch, vraiment une très très chouette aventure. Et puis ensuite, un passage dans le petit électroménager, dans le groupe SEB, donc là, je vais passer toutes les marques du groupe SEB, Tefal, Krupp, Scalor et consorts, une très très belle aventure entrepreneuriale que ce grand groupe dans lequel j'ai travaillé sur des sujets, bien sûr une fonction d'RH, mais aussi des sujets learning, diversité, inclusion, qui me passionnent. Et puis aujourd'hui chez Bonduelle, retour un peu dans le monde de la nature, mais aussi dans le monde de la food, de la nutrition, avec une mission d'entreprise très très forte qui est d'accompagner la transition vers l'alimentation végétale, donc qui me parle beaucoup. Voilà pour mon parcours. Merci beaucoup. Effectivement, un parcours super riche et je pense qu'il va pas mal éclairer les angles que tu prends dans cet épisode et dans une conversation qu'on a déjà eue aussi au préalable. Qu'est-ce que tu pourrais nous confier aujourd'hui, Sabine, que les gens ne savent pas sur toi ? Alors, quelques-uns le savent, mais globalement, c'est un peu étonnant. Alors, je suis passionnée d'histoire médiévale. Donc là, on peut lancer un podcast sur le XIIe siècle. Okay. Et en particulier sur Aliénor d'Aquitaine, qui est une grande femme du XIIe siècle que j'adore. Et voilà. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai le secret espoir d'écrire un livre sur l'impact qu'a eu Aliénor d'Aquitaine sur l'éducation des femmes au XIIe siècle. Passionnant. Je ne le savais pas. Je te confirme. Probablement l'objet d'une autre discussion. En tout cas, on retrouve le fil de l'éducation derrière ça. Alors justement, quand on a échangé et que je t'ai proposé de venir intervenir dans ce podcast, tu as choisi assez rapidement de venir aussi parler de toute la question de partage des compétences et notamment sur un territoire. Et ça m'intéresse de comprendre pourquoi ce sujet il te tient autant à cœur, d'où est-ce que ça vient ?
Ok. Alors en fait, dans mon parcours, je suis passée par le monde éducatif et par des fonctions de DRH. Très vite, j'ai été dans des étapes de recrutement, puisque dans l'entreprise on a besoin de recruter, donc en lien avec des écoles, donc en lien avec des compétences à aller chercher à l'extérieur pour les faire venir à l'intérieur. Et rapidement, j'ai réfléchi à cette question-là en me disant comment je vais faire différemment, et comment je vais faire pour avoir les meilleures compétences adaptées à l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Et ma conviction, c'est que l'entreprise manque de respiration. Donc, c'est ce que moi, j'ai essayé de faire. C'est comment la compétence, elle sort et elle rentre de l'entreprise pour aller s'enrichir à l'extérieur, éventuellement revenir, ou comment, en fait, d'autres entreprises ont enrichi des personnes que je vais pouvoir, moi, recruter dans celle dans laquelle je suis, et comment moi, je vais les enrichir pour qu'ensuite, elles aillent elles-mêmes en enrichir d'autres. Donc, vraiment, ce lien dans le territoire et dans le maillage du territoire. Alors, bien sûr, ça peut être plus large. Bien sûr, à Lyon, on recrute des Parisiens, mais c'est qu'à 2 heures de TGV, et bien plus largement. Mais en général, on recrute dans le territoire très majoritairement. Et donc, toutes les personnes qu'on a formées, elles vont aller nourrir d'autres choses. Toutes les personnes qui ont été formées à d'autres endroits, elles vont venir nous nourrir. Et puis, plus largement, ce lien-là, il y a un lien avec le monde de l'école. Et ça a fait partie de mon parcours. Ça m'a aussi fait me questionner sur ces sujets-là et sur le sujet du partage des compétences et comment un DRH a une responsabilité sociétale sur les compétences de son territoire et le développement des compétences de son territoire. Comment il peut avoir un impact sur les écoles autour, comment il peut avoir un impact dans ses liens de réseau avec les autres DRH autour pour nourrir ça et faire grandir. Bon, c'est super intéressant. Puis c'est super intéressant déjà le concept de respiration à une époque où je l'entends pas trop et j'entends plutôt peut-être de la part des entreprises le souci de travailler sur de la rétention, faire en sorte justement que les gens partent pas trop en fait. Alors je pense que c'est pas antinomique. Pourquoi est-ce que voilà pour toi c'est un enjeu majeur aujourd'hui? Est-ce que ça touche particulièrement des secteurs en particulier? Alors, je pense que c'est un enjeu majeur aujourd'hui parce qu'on a une problématique du monde de l'école, parce qu'on a une problématique des générations qui sont sorties récemment et qui sortent de l'école, qui ont plus envie de l'entreprise. Parce qu'on a une problématique des entreprises qui se cherchent, qui ont besoin d'un certain nombre de compétences, qui savent pas forcément lesquelles, parce que spécifiquement en France, on a une culture du diplôme, et donc on n'a pas une culture de la compétence, même si heureusement elle est bien plus développée aujourd'hui que quand j'ai commencé à travailler, où je désespérais pas de voir arriver la culture anglo-saxonne à un moment donné plus massivement, c'est quand même le cas, et que du coup pour répondre aux besoins de demain, qui sont majoritairement vers les soft skills, sans enfoncer des portes ouvertes, on a vraiment besoin de repenser cette question de la compétence et cette question de son acquisition et de son développement tout au long de la vie de la personne. Et puis aujourd'hui, on a de moins en moins une coupure entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Donc il y a forcément un lien par rapport à ça. Ouais. Et effectivement, il y a des entreprises qui ont probablement déjà touché du doigt ce sujet très fortement parce qu'elles y sont plus exposées aussi. Je pense qu'il y a aussi la pénurie de compétences sur certains territoires qui est forte. Est-ce qu'il y a des secteurs auxquels tu penses en particulier qui ont dû investir ce sujet avant les autres? Alors, je pense que les grandes entreprises ont pu l'investir avant les autres par les moyens qu'elles ont, par la marque, par cette capacité à attirer avec ces questions-là. Je pense que certains secteurs ont été très précurseurs par des écoles internes. Nieul avait lancé ce sujet-là, je vais dire des bêtises, mais il y a au moins 15 ans, parce que pénurie dans ces métiers et qu'il avait besoin de former en interne. Le monde du textile est en train de se poser ces questions-là, de comment est-ce que je peux avoir des couturières, comment est-ce que je peux avoir des métiers manuels qui n'existent plus et donc comment je recrée des écoles en interne. Donc ça, c'est vraiment des choses très spécifiques. Massivement, le monde de l'agriculture et le monde de l'artisanat sont vraiment perdus dans leur capacité à attirer des jeunes. Donc là, on a plus une problématique qui est le monde de l'école pour aller emmener à cet endroit-là et toute la question de l'orientation. Après, le monde de l'entreprise, de l'industrie, le monde des services aussi, mais je connais plus le monde de l'industrie. Je pense qu'il est dans une étape où il se cherche, où il a besoin de ces talents-là, où les mots de guerre, de rétention, de pénurie des talents sont les mots dans la bouche des DRH en continu. Ils sont toujours
bizarre pour moi à entendre de cette façon-là, parce qu'en fait, on va aller chercher des clones qui sortent tous du même endroit, des mêmes écoles, avec un ranking bien sûr des écoles, mais avec quelque chose qui va donner peut-être un manque de créativité, parce que c'est toujours les mêmes profils et les mêmes compétences. Voilà, c'est un enjeu sur lequel j'ai quelques éléments de choses que j'ai pu travailler qui fonctionnent, et il y a aussi un enjeu sur lequel en fait on a encore beaucoup à travailler à beaucoup d'endroits et qui est très large en fait et difficile à adresser dans toute sa largeur. Et alors justement, dans ton expérience, tu dis que tu as pu mettre en place des choses, travailler sur ce sujet. Concrètement, ce serait quoi les initiatives sur lesquelles tu as pu aborder ce sujet concrètement et que tu pourrais avoir envie de nous partager aujourd'hui? Le fait de se mouiller en tant que DRH sur les questions de campus management et de faire se mouiller des cadres importants de l'entreprise au sens des directeurs sur un métier, une direction générale ou quelqu'un qui a un parcours particulier dans l'entreprise. Donc ça, j'ai pu le faire dans mes expériences, en particulier quand j'avais pas un grand nom dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc ETI, moins connu, donc il faut aller passer plus de temps. Donc là, ça veut dire cibler les écoles, plutôt rester sur son territoire. Pour cet exemple d'entreprise, j'avais plusieurs localisations géographiques, donc on l'a fait à Lyon, mais on l'a fait aussi sur d'autres localisations géographiques, faire des partenariats avec quelques écoles autour, envoyer dans ces écoles-là certains de mes cadres pour qu'ils deviennent profs. Certains pour, alors profs, quelques heures, certains pour qu'ils aillent faire des interventions, des conférences, se faire connaître en tant qu'entreprise par la passion qu'ils pouvaient à ce moment-là témoigner à des jeunes qu'ils rencontraient, faire un campus management classique, c'est-à-dire participer à tous les événements d'une école, mais cibler les écoles avec lesquelles on travaille pour qu'il y ait une récurrence dans ces écoles, pour qu'on y passe du temps. Et puis avoir un premier stagiaire qui va pouvoir parler à d'autres, le garder, faire des parcours, les envoyer en VIE, les garder avec nous dans l'entreprise par la suite, et donc pouvoir ensuite les présenter comme étant un exemple de ce qu'on avait pu réussir. Quand on n'a pas les moyens ou quand on n'a pas la marque. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai l'impression que dans des grands groupes, il y a quand même pas mal d'actions qui sont menées dans ce sens-là. Je me pose la question de la capacité réelle des ETI, peut-être, des petites entreprises en région pour faire ça. Oui, alors c'est vraiment un choix. Du DRH, de se lancer sur ce sujet-là. Ça dépend bien sûr de ses enjeux, de ses problématiques. Moi, en l'occurrence, j'avais besoin de rentrer du monde rapidement avec des profils très entrepreneuriaux qui avaient envie et qui allaient apprendre des choses que je pouvais mettre sur des postes vraiment très chouettes. Je repense à un exemple d'un VIE qu'on a envoyé aux US, qui est revenu, qui a travaillé sur des projets de fusion, que derrière on a pu envoyer en tant que GM sur une petite structure qu'on avait rachetée. Enfin voilà, des très beaux parcours qu'on pouvait proposer. Donc c'est vraiment une vraie volonté de faire du campus management autre chose que un poste qu'on confie aux derniers stagiaires ou aux derniers alternants qu'on a recrutés, même s'ils ont plein de qualités, qu'ils apportent plein de choses. Mais on est face à une génération qui sort du monde de l'école depuis déjà bien 5-6 ans, presque 10 pour les premiers, très entrepreneurial, qui a besoin de bouger beaucoup, qui a besoin d'un autre projet d'entreprise, et pour certains qu'on a nourris au grand modèle, donc ils ont été beaucoup absorbés par des L'Oréal, par des Vinci, par des grandes boîtes, et c'est très bien comme ça, mais on a pu en récupérer un certain nombre dans des plus petites boîtes parce que on leur montrait des parcours qu'on avait à faire, mais ça prend du temps. Du coup, le ROI est pas hyper fort, donc ça dépend vraiment de son enjeu d'entreprise. Et c'est comment on va y passer du temps en tant qu'acteur majeur de l'entreprise. Parce que là, pour le coup, c'est impactant. Si moi, en tant que DRH, je vais faire quelque chose dans telle ou telle grande école, ça va être plus impactant que si un alternant vient le faire au moment où on présente un certain nombre de jeunes et où on échange sur les futurs stages, etc. Alors effectivement, c'est ce que tu dis, hein, c'est une action sur laquelle il faut accepter de passer du temps et y compris des fonctions clés de l'entreprise qui puissent s'y investir pour un ROI qui est pas hyper visible à court terme. Donc on comprend aussi pourquoi certains peuvent avoir du mal à se lancer dessus, mais donc
Oui, la question c'est quel type de DRH vous avez envie d'être en termes de d'impact sur votre environnement. J'ai envie de faire le lien parce que tu parles beaucoup du coup d'aller dans des écoles et notamment dans des grandes écoles, dans des écoles supérieures. Est-ce qu'il y a effectivement cette question de le faire à d'autres moments aussi du parcours éducatif? Alors, je pense que c'est important de le faire à d'autres moments du parcours éducatif et merci pour ta question parce que c'est pas après 18 ans que le monde de l'entreprise a besoin d'être connu, c'est avant. Et plus largement, le monde de l'artisanat, etc., pas que de l'entreprise. Un plus jeune, il a ses parents autour de lui, il a très rarement la curiosité à 12, 13, 14 ans d'interroger beaucoup autour du monde de ses parents alors que c'est pas si compliqué que ça. Papa, maman, ils ont leurs potes qui viennent faire l'apéro. Est-ce que je peux poser 4 questions à l'un, à l'autre, etc. Et bien sûr qu'il y a une reproduction sociale qui fait que on a globalement autour de nous des gens qui sont dans des milieux similaires, mais quand même, on va avoir du marketing, on va avoir des ventes, on va avoir possiblement un artisan, on va avoir de la RH, on va avoir de la finance, sans citer, voilà, de façon très très caricaturale des métiers assez classiques. On va avoir éventuellement un instituteur, on va avoir un médecin, et donc du coup on va pouvoir questionner. Comment est-ce qu'on déclenche cette curiosité-là, chacun, en tant qu'être humain, auprès des plus jeunes autour de nous? Donc ça, moi, c'est des choses que je fais parce que j'aime beaucoup avec les enfants de mes amis. Et ils se reconnaîtront s'ils écoutent. Mais du coup, c'est comment on va cibler des collégiens. Parce que des collégiens, ils se posent des questions sur leur vie. Alors, le système fait qu'on leur demande de s'orienter très tôt. Alors, je vais pas faire un débat sur le système éducatif aujourd'hui, on en aurait pour longtemps. Mais du coup, ça peut être tout à fait passionnant. Mais en fait, c'est le moment où d'eux-mêmes, ils se posent des questions sur la vie, en dehors du fait qu'on leur en pose sur leur orientation et ce qu'ils ont envie de faire. Mais du coup, les questions qui se posent sur la vie, les réponses qu'ils peuvent avoir, elles sont pas dans le monde éducatif, ou très peu. Elles commencent à l'être dans les lycées pro, par exemple, parce que souvent, il y a des professionnels qui se reconvertissent en prof dans les lycées pro. Il y a assez peu de professionnels qui se reconvertissent en tant que prof en général, que ce soit au collège ou au lycée. Bon, déjà parce que quand on gagne bien sa vie dans une entreprise, on va pas trop prendre le salaire d'un prof derrière, parce qu'il y a quand même des différences notables. Mais aussi, voilà, c'est des mondes qui se connaissent souvent très mal. Comment on va sur un forum des métiers dans un collège, comment on va proposer à un collège un forum des métiers, comment on va proposer une curiosité sur c'est quoi les métiers de l'entreprise ou je sais pas, ou de n'importe quel autre milieu à des plus jeunes dans les différents cours dans lesquels ils peuvent aborder ça. Dès la 5e, 4e, c'est les bons âges. 6e, ils arrivent au collège, faut les laisser un peu respirer, je pense. Mais 5e, 4e, c'est bon moment pour qu'ils se posent des questions. 3e, évidemment, parce qu'ils sont sur les questions d'orientation. Effectivement, je pense que c'est un vrai sujet. Nous, on le voit quand on accompagne des entreprises qui ont du mal à avoir des candidats sur certains métiers, etc. C'est rarement en allant sur la partie études supérieures qu'on va réussir à rééquilibrer le manque qui est déjà assez fort. La question, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais il y a beaucoup d'entreprises qui vont nous dire avec tout ce qu'on a à gérer, est-ce que c'est notre rôle à nous d'aller combler peut-être le déficit qu'on retrouve au niveau des collèges? Je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est la même question de est-ce que c'est mon rôle à moi, à toi, de faire un compost ou de rouler en vélo? Est-ce que c'est mon rôle, de m'inquiéter du changement climatique, etc., etc. En fait, on est sur des grands débats de société qui sont bien plus grands que nous. Quelle part on a envie de mener ou pas? Et tout est hyper acceptable. En fait, chacun fait là où il a envie de le faire. Moi, ma conviction, c'est que plus on sera à le faire, à le partager, plus déjà dans nos propres équilibres de vie, ça nous permettra de parler avec nos enfants et pas de leur dire c'est du travail, mais simplement c'est un morceau de notre vie. Et donc du coup voilà ce que c'est et voilà à quoi ça ressemble, voilà comment je peux le présenter à tes copains. Et donc ça je trouve ça assez chouette. J'ai un de mes collègues, je crois que c'est la semaine prochaine ou en tout cas bientôt, qui va présenter à des CE1 ce que c'est que l'agriculture régénératrice. Il fait partie des personnes hyper engagées au sein de Bonduel sur le lien avec le monde agricole qui est notre premier approvisionneur. Et donc du coup on a un lien très très fort. Il va le partager avec des CE1. On pourrait dire bah super, il va perdre son temps. Mais non, il va pas perdre son temps. Il va parler d'un monde qui est pas connu probablement par l'intégralité des élèves qu'il va rencontrer. Peut-être pas tous, mais il y a quand même peu de chances qu'il rencontre un fils d'agriculteur ou une fille d'agriculteur parce qu'on en a presque plus. Alors il en aura peut-être un ou deux, mais du coup en nourrissant les enfants, là je parle de la primaire, mais en nourrissant les enfants très tôt et primaire, collège, sur les métiers,
en fait, on va pouvoir renourrir là où j'ai envie d'aller. Et on va pouvoir commencer à faire un bras de fer avec, non, le process, c'est pas forcément que tu rentres dans ce cadre-là, de cette façon-là, avec ce Parcoursup, avec cette étape, avec ce truc, etc., qui te met dans une file où, en fait, derrière, t'es un bon élève. Donc, du coup, tu vas faire du scientifique. Donc, du coup, tu vas faire une prépa. Donc, du coup, tu vas faire ça. Et puis, qui sort, parce que j'en ai eu plein autour de moi et plein dans ma vie pro, en disant, c'est juste pas ça que j'ai envie de faire. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on t'a montré à quel moment pour que tu te forges tes propres idées pour aller faire autre chose? Et moi, je pense, et je suis hyper heureuse d'être dans une entreprise à mission aujourd'hui qui permet ça, je donnais l'exemple de mon collègue, qu'on a tous des petits bouts à faire. Et voilà. Et on a tous des petits bouts, comme on peut avoir un engagement associatif en dehors du boulot, comme on peut avoir un engagement de parole comme je l'ai aujourd'hui, et qui sont nos à côté de toute la charge qu'on a. Et puis après, on peut avoir juste notre charge et pas avoir envie d'aller faire autre chose. Mais oui. C'est juste la vie. Non, mais c'est très clair. Effectivement, du coup, il y a la responsabilité sociale de l'entreprise, il y a le rôle que le DRH a envie de prendre là-dedans, et puis il y a la responsabilité de chaque individu qui compose l'entreprise, et voilà, et même dans sa sphère privée. C'est hyper intéressant. Moi, ce que je note, c'est que finalement, par rapport à ce sujet de partage des compétences, et notamment sur le plan vraiment territorial, il y a ce sujet d'éducation, mais en fait de sensibilisation qui doit arriver beaucoup plus tôt. Il y a le sujet dont tu parlais de créer des respirations aussi dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres façons dont tu as pu essayer de pratiquer, je sais pas si tu as des exemples, des anecdotes à partager avec nous, pour justement créer des moments de respiration pour les salariés dans l'une des entreprises que tu as accompagnées? Alors, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais ça fait partie des exemples dont je suis assez fière. Moi, j'ai été prof en parallèle de certains jobs que j'avais, et j'ai envoyé plusieurs personnes dans les différentes entreprises dans lesquelles je suis passée aller faire autre chose à l'extérieur de l'entreprise. Alors j'ai un DAF que j'ai en tête qui doit toujours donner des cours dans une grande école à proximité de là où on travaillait, qui avait envie de faire autre chose, et puis un jour je lui ai dit mais va donner des cours, tu vas voir, on va s'éclater, et tu vas trouver ça chouette, prends du temps pour le faire. On prend pas un gros cours pour démarrer, tu vois, 10 heures sur la première année, c'est pas mal, parce que ça demande un peu de temps de préparation. Et puis, tu vas pouvoir repérer tes futurs stagiaires, comme ça, tu vas les embarquer à la fin du cours, ça va nous faire gagner un temps fou, parce que, en fait, ça nous fera gagner tout le process de recrutement des stagiaires dont on a besoin. Et donc, il y a un vrai ROI. Tu vas respirer, et tu ramènes un stagiaire, et tu vas faire quelque chose qui te plaît, et tu partages aussi l'image de l'entreprise. Donc, c'est hyper, hyper gagnant. Et ça se chiffre pas, ou difficilement, si ce n'est qu'on gagne quand même un recrutement chaque année. Donc déjà, ça se chiffre quand même un tout petit peu, mais les heures passées se chiffrent pas en termes de communication sur le nom d'entreprise, sur la place qu'elle prend dans cet endroit-là. Donc là, ça, je pense que c'est un. Et puis sur les compétences, je me permets de te couper, mais sur les compétences que même lui va développer en faisant complètement. Cet exercice. Ouais, t'as complètement raison, exactement. Oui, travailler complètement différemment, de se poser des questions sur son propre métier, d'acquérir des compétences de transmission, de partage. Oui, complètement. C'est un exemple très concret. Ouais, c'est un très bel exemple. T'en as d'autres comme ça à nous partager qui font partie des choses que t'as aimé mettre en place? Alors, ce que je trouve particulièrement difficile, et pour le moment, j'ai pas réussi à craquer le sujet. Alors, je me dis qu'en le disant là, peut-être que j'aurai d'autres personnes qui viendront m'en parler derrière. On a des regroupements d'employeurs depuis toujours, ça existe depuis très longtemps. Parce que le droit français pour la question de la respiration, c'est pas super facile. Ça nous aide pas beaucoup. Tu peux aller travailler là, mais non, t'es embauché là. C'est pas si simple que ça. Donc, du coup, on a des groupements d'employeurs qui permettent à des personnes d'aller travailler à différents endroits. Ils ont plus été pris au départ sur le biais de la difficulté pour certaines personnes à trouver un emploi, moins sur le biais de comment je partage mes compétences, mais pour le coup, ils y répondent aussi. Mais ça existe sur certains niveaux de poste, dans des métiers très spécifiques, souvent assez techniques. On l'a pas dans des grands partages. Moi, mon rêve, c'est de l'avoir sur, par exemple, j'ai un chef de produit marketing, il va venir travailler 2 jours par semaine chez moi, et puis il va travailler dans une start-up 1 jour par semaine, puis il va travailler, je sais pas où, un autre jour, puis un autre jour, et en fait, il va être bien plus créatif. Le droit me bloque sur son contrat de travail, le droit me bloque sur la question de la confidentialité, etc., etc. Donc voilà, quelle prise de risque je peux faire? Qui se développe déjà un peu avec l'évolution du freelancing d'un côté, effectivement, qui permet cette souplesse-là. Mais la question, effectivement, c'est comment l'entreprise va être capable, avec les contraintes du droit qu'on connaît, d'attraper ça, exactement. Alors, il y a tous les tests. Moi, j'ai pas réussi à les mettre en œuvre, d'avoir des startups intégrées.
Ouais, moi aussi. Ça, je pense que ça peut vraiment aider. Un autre exemple que je pourrais te partager, Chloé, c'est j'ai travaillé avec une structure qui s'appelle Alliance et Territoires, donc dont l'objet associatif est vraiment celui-ci à Lyon, et sur lequel on envoyait des cadres de nos équipes travailler avec des startups ou des entreprises qui se montaient pour travailler sur leur business model. Donc c'est super intéressant. On choisissait chaque année 1, 2, 3 personnes qui allaient travailler avec eux sur 5 ou 6 séances dans l'année, des séquences d'1 jour ou 2. Nous, on payait ça en tant que formation, en tant qu'entreprise. Et donc, ils allaient se former sur un modèle de comment est-ce que je fais une création d'entreprise, un business plan, etc. Ils apportaient une compétence marketing, financière, vente, enfin, peu importe. Moi, je l'ai fait aussi le parcours pour le vivre et voir ce qui se passait à l'intérieur. Et on rencontrait des startups qui se lançaient. Mais alors, vraiment hyper diverses, avec des choses vraiment très, très chouettes du territoire. Et donc, on allait donner nos compétences sur ce territoire. Et on allait prendre de la compétence à cet endroit-là. Et pour moi, c'était vraie respiration. Parce que j'avais des personnes qui revenaient avec de l'enthousiasme, avec de l'envie, en ayant connu d'autres entreprises, en ayant partagé des choses, en ayant construit leurs propres compétences de façon vraiment très concrète. Donc, pour moi, ça, c'est des vraies super respirations. C'est un vrai exemple de forme de mécénat de compétences, d'une certaine façon, mais vraiment de partage de compétences sur les territoires. Je vais donner les miennes, je vais en acquérir d'autres, je vais en laisser au passage, je vais agrandir mon réseau, et on a des choses super riches qui ont pu en sortir, et des personnes vraiment qui ont été motivées en fait d'aller vivre ça. Donc ça nourrit plein de choses différentes. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, je pense que malgré tout, un peu secrètement ou pas d'ailleurs, de façon plus ou moins assumée, tu dois avoir des entreprises qui pensent à ce type de dispositif de mécénat de compétences, mais qui doivent craindre aussi de se dire, bah si je mets un de nos talents là-dedans, qui me dit qu'il va pas avoir envie de faire autre chose en fait quelque part, ou de partir justement rejoindre une start-up, etc. Donc je pense qu'il y a toujours un peu cette crainte, mais d'ailleurs c'est même le cas au cœur de l'entreprise dans la mobilité interne, hein, c'est de laisser partir aussi quelqu'un. Là où ce que tu mets en évidence, c'est que ça peut aussi créer de l'engagement. Exactement. La question de la respiration, c'est vraiment la question de la liberté. En fait, plus tu donnes de la liberté, plus la personne elle reste, parce qu'en fait elle a juste envie. Et en fait, comme ça a l'air hyper dit simplement, ça demande un peu de lâcher prise, pas mal de prise de risque pour le fonctionnement de l'entreprise, et ça sort un peu d'un mode de fonctionnement classique d'entreprise. Donc, c'est comment rassurer des cadres. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand je reçois des personnes dans mon bureau, quel que soit l'objet qu'ils viennent partager, et ça peut être un départ, bah écoute, c'est OK. Alors, on va en parler. Parce qu'en fait, plus t'enfermes quelqu'un, plus t'essayes de retenir, plus t'argumentes, plus la personne, elle a pas envie. Et elle s'en va d'elle-même dans sa motivation d'abord et puis physiquement derrière. Donc en fait, tu nourris en donnant de la liberté. Donc c'est sûr et certain, tu nourris en développant la personne. Donc on est hyper gagnant. Mais ça demande au départ une prise de risque. Ouais. Et puis un vrai lâcher prise, c'est-à-dire de le faire de façon assez large en fait quelque part, sans trop de cloison autour. C'est hyper intéressant. Je pense qu'effectivement ça fait un bon parallèle avec le sujet de l'engagement qu'on a traité par ailleurs, et voilà, et tout le sujet de la quête de sens qu'on a fait aussi, qui est d'offrir des parcours qui sont différents parce que respirants en fait quelque part, et d'autant pour, tu vois, tu parles des ETI, etc., qui ont pas forcément toujours exactement les mêmes opportunités à mettre en avant que des grands groupes, mais qui peuvent peut-être être un peu plus souples sur la mise en place de ce type d'action. Oui, complètement. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles encore, et sous quel angle? Alors, c'est quelque chose que j'essaye de travailler, qui est pas au cœur même de mes préoccupations immédiates, mais que j'ai toujours dans un petit coin de tête. Il y a 2 aspects sur lesquels je travaille qui sont en proximité de ça. Un premier qui est comment on travaille avec plus de CV. Donc sur Lyon, on a une structure qui s'est montée qui s'appelle Je ne suis pas un CV, qui est vraiment quelque chose de top. Laurent a monté quelque chose de vraiment chouette. Il met à disposition un système de recrutement dans l'entreprise sans CV. Et pour moi, ça me paraît hyper intéressant, au-delà de tous les aspects socio-sociétaux, etc., de cette thématique dont il parlerait bien mieux que moi. C'est que en fait, ça oblige à se poser la question de la compétence. Et le truc super drôle, c'est que même moi, je me suis fait prendre la première fois que j'ai travaillé avec lui. Quand on a les dossiers qui arrivent, j'ai cherché les CV. Pourtant, c'est marqué en gros, hein, je ne suis pas un CV. Et je me suis dit, mais pourquoi tu cherches le CV? Et parce que par habitude, en fait, c'est facile, c'est hyper rangé, c'est classé. Alors, je veux bien qu'il n'y ait pas le nom, pas la photo, tout ça, c'est plus un sujet pour moi. Mais par contre, en dessous, le parcours.
Et donc, du coup, les compétences que la personne a développées et du coup, je vais chercher mon habitude de recrutement. Et je me suis dit, ok, d'accord, même moi qui ai très envie de faire changer les choses, ça va nous prendre un petit peu de temps. Donc voilà, c'est comment continuer à travailler avec des entreprises comme ça qui apportent cette dimension de c'est quoi la compétence. Parce que plus j'aurai une compréhension de ce qu'est la compétence, plus j'irai sur les soft skills, plus j'irai sur la question de cette compétence-là, où est-ce que je peux la remettre là. Et ça, c'est un vrai sujet, mais tu vois, enfin, moi, je suis comme toi, archi convaincue du fait de devoir un peu bousculer tous ces modes de recrutement si on veut vraiment se donner les moyens de nos ambitions, et notamment sur tout ce qui concerne, voilà, la diversité, etc. Et en même temps, moi, ce que je constate, c'est que ça confronte les entreprises des fois à leur difficulté à évaluer des compétences. Qu'en fait, tant que je suis pas très bien formée ou très bien équipée en termes d'évaluation d'entretien, je me raccroche à une école, un parcours, etc. Ouais. Et donc, en fait, ça nécessite qu'il y ait d'autres choses autour qui bougent un petit peu. Exactement. Oui, et on a encore à faire bouger, c'est parce que ça nous remet en cause dans nos propres parcours. Une question avec laquelle j'aime bien commencer à clôturer l'épisode, c'est quel conseil tu auras envie de donner à des DRH qui nous écoutent et voilà, qui auraient envie de faire un certain nombre de pas sur ce sujet du partage des compétences. Si tu devais choisir 1, 2, 3 conseils, lesquels tu retiendrais? Je leur conseillerais de réfléchir à qui ils mettent en campus management. Parce que ça me paraît être ce qui a le plus de ROI rapidement. Ça veut pas dire qu'il faut mettre quelqu'un à 150K sur le campus management, mais ça veut dire que comment on va chercher des personnes. Si on a mis un alternant, pourquoi pas? Mais comment il y va avec d'autres personnes, en fait. Donc voilà, de se questionner comment est ma clé d'entrée sur ce sujet-là. De trouver une idée sur la respiration par rapport à l'extérieur, donc j'en ai cité quelques-unes. Il y en a plein d'autres autour de l'engagement civique qui commence à être une pratique de beaucoup d'entreprises. Je donne des heures de bénévolat pour telle chose. Et prenons autour de ces thématiques-là et réfléchissons quelques minutes sur si je vais être bénévole de ça, qu'est-ce que ça va générer comme compétences supplémentaires pour cette personne, etc. Et c'est pas très compliqué à mettre en œuvre et on démarre ce sujet-là. Et puis oser sortir du cadre. Alors, c'est pas très concret, mais c'est une bonne question à se poser tous les matins. Est-ce que j'ai osé sortir du cadre aujourd'hui? Sur quoi? Et juste se la poser pour soi-même, parce que si on bouge nous, chacun en tant que personne, ça devrait aider à faire bouger nos actions et puis les décisions qu'on prend par la suite. Ouais. Hyper intéressant. Et puis effectivement, à mettre en lien avec la responsabilité individuelle que vous avez envie d'avoir sur ce type de sujet. Merci beaucoup. Quel type d'éléments tu avais envie de développer aujourd'hui qui te tient à cœur? Quelle question tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Écoute, cette question est pas forcément simple parce qu'il y en a plein qui me viennent. Peut-être quel est le plus beau partage de compétences que j'ai eu à l'intérieur de l'entreprise. Ouais. J'ai envie de te partager 3 exemples, 2 qui sont terminés, puis un qui est peut-être en cours. D'accord. Ce sont des personnes qui sont venues me voir à un moment donné, que j'ai croisées sur mon parcours, pour me dire, en fait, j'ai envie de changer de métier, mais j'ai envie de faire le tien. Ok. Et du coup, faut oser le faire, parce que j'ai envie de changer de métier, ça vient un peu, alors en général, pour sortir de l'entreprise. Oui. Mais j'ai envie de changer de métier à l'intérieur de l'entreprise, c'est le cœur même de ce qu'on vient de partager. C'est comment les compétences, elles peuvent être transmises à un autre endroit. Et je pense en particulier à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est passé du monde des ventes, du commerce, au monde des RH. Et à qui j'ai dit, mais c'est hyper évident. Et là, il m'a dit, alors en fait, j'ai envie, mais c'est pas évident. Mais si. Et là, on a listé toutes les compétences qu'il avait et toutes celles dont on a besoin en RH. Et en fait, on en a 80% qui matchent. Donc, c'était vraiment génial. Et aujourd'hui, il a un super poste en RH. Et donc, du coup, c'est un truc très, très chouette. Et dans les 2 autres personnes auxquelles je pensais, il y a une jeune femme qui a commencé à me parler timidement de peut-être j'aurais envie d'être RH. Donc, je suis en train de questionner les choses avec elle et de creuser justement les compétences qu'elle a et qui pourrait être transmise dans un autre métier. Et puis une autre personne que j'apprécie beaucoup et qui fait que je suis là aujourd'hui, qui nous a mis en lien et qui en fait est passé d'un métier qui n'a rien à voir à un autre métier qui n'a rien à voir, et voilà, qui est passé du métier marketing à un des métiers parallèles de la RH, et qui pareil a transféré énormément de compétences d'un côté à l'autre. Et on a beaucoup travaillé tous les deux, et j'apprécie aussi beaucoup, et je trouve que c'est des super belles réussites parce qu'on se les pose pour soi-même, et on se les pose d'abord formatées de qu'est-ce que je vais faire comme formation pour,
Les pour les exemples que je cite, ça s'est passé comme ça. Et en fait, c'est pas ça le sujet. Voilà. C'est qu'est-ce que j'ai intrinsèquement comme envie et qui je suis et comment ça va marcher et où est-ce que ça match. Et ça match sur déjà tellement de points tout seul qu'en fait, il faut juste y croire derrière. Oui. Et puis l'accompagnement, il peut être de tout autre type que c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de barrières qu'on se met en se disant je vais devoir reprendre une formation, etc. Là où effectivement, il peut y avoir un développement de compétences qui se fait complètement différemment. Bon, je note aussi du coup dans tes success stories que t'as, au-delà d'avoir aidé des personnes dans cette évolution, réorientation, en s'interrogeant sur aussi leur envie et leurs compétences, t'as suscité pas mal de vocations autour de la fonction RH. Ça a l'air assez... C'est une jolie fierté. Okay. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Je trouve que c'est hyper riche et effectivement, on sent que ça touche à des débats qui sont bien plus larges aussi que simplement le rôle de l'entreprise pour effectivement partager des compétences. Donc, ça laisse pas mal de portes ouvertes. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui te recontacteront pour t'apporter des idées ou des débats sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Sabine. Merci à toi, Chloé. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!